On va plus loin à présent dans l'essentiel avec Marc Semo, collaborateur à l'hebdomadaire Challenge au journal Le Monde. Bonjour Marc. Bonjour. Et Mélina Huette, journaliste parmi la rédaction de France 24, grand reporter et chroniqueuse internationale. Merci Mélina d'être avec nous ce soir. Au sommaire, l'Iran sur le pied de guerre. Téhéran indique se préparer à une attaque américaine alors que les Européens franchissent un cap historique en plaçant pour la première fois les gardiens de la Révolution sur la liste des organisations terroristes. Marco Rubio lui justifie l'intervention américaine au Venezuela devant le Sénat des États-Unis. Pas question pour l'heure de déloger Delcy Rodriguez de la présidence par intérim. Il adresse aussi une mise en garde aux Européens qui doivent, selon lui, réduire leurs dépenses sociales au profit de l'OTAN. C'est tout de suite, on va plus loin. Nous devons nous préparer à la guerre. Ces mots sont ceux du vice-président iranien Mohammad Reza Aref, pressentant donc une offensive américaine. Les États-Unis ont prépositionné dans le Golfe une véritable armada, renforcée par la présence depuis le week-end du porte-avions Abraham Lincoln. Une menace immédiate à laquelle s'ajoute de la part des Européens l'inscription depuis ce jeudi des gardiens de la Révolution sur sa liste des organisations terroristes aux côtés du groupe État islamique ou encore Al-Qaïda. Quel rôle joue cette milice parallèle à l'armée chargée de défendre la révolution islamique? Les explications en images de Noémie Roche. On les appelle Pasdaran. Fondés en 1979 par l'ayatollah Khomeini, quelques mois après la révolution islamique, les gardiens de la révolution constituent une organisation militaire d'élite. Née de la méfiance du nouveau régime d'alors envers une armée régulière jugée trop liée à l'ancien pouvoir du Shah, les Pasdaran sont chargés du maintien de l'ordre. Leur mission, protéger le régime islamique et prévenir tout coup d'État, après avoir juré fidélité à la révolution et au guide suprême, aujourd'hui Ali Khamenei. Les gardiens de la révolution comptent environ 150 000 membres. Ils disposent de leurs propres forces terrestres, navales, aérospatiales et spatiales, une véritable armée parallèle. Les gardiens de la Révolution contrôlent aussi des secteurs clés de l'économie iranienne. Pétrole, construction, télécommunications, agroalimentaire. Ils détiendraient jusqu'à 50% des richesses pétrolières du pays. Malgré sa puissance, l'institution a subi des pertes de figures majeures ces dernières années, comme le général Rassem Soleimani, chef des opérations extérieures, tué par une frappe américaine en 2020, ou Hossein Salami, éliminé par Israël en juin dernier. Comment réagit-on côté iranien à cette inscription des gardiens de la Révolution sur la liste de l'Union européenne des organisations terroristes? Siavosh Ghazi, vous êtes à Téhéran pour France 24, où le pouvoir dénonce une erreur stratégique majeure de la part des Européens. Absolument. Le ministre iranien des Affaires étrangères a publié donc sur le réseau X un texte en parlant d'erreurs stratégiques de la part des Européens. Il a aussi critiqué les pays européens en affirmant que, en fait, problème de liaison. Essayer de faire baisser les tensions entre l'Iran et les États-Unis. Il n'y a aucun pays européen parmi donc ces pays qui tentent d'apaiser la situation et de permettre le retour au dialogue. Donc c'est une réaction assez mesurée finalement, puisque par exemple l'état-major des forces armées dit que les pays européens sont responsables des conséquences d'une telle décision. Mais on ne sait pas comment l'Iran va réagir en pratique contre une telle décision qui est très importante, puisque en fait les gardiens de la Révolution sont la principale force armée du pays à côté de l'armée régulière, puisque ce sont les gardiens de la Révolution qui contrôlent par exemple le programme balistique de l'Iran, mais aussi le programme spatial de l'Iran qui est très important. Et donc ils ont beaucoup plus de moyens que l'armée régulière, dont le rôle a été considérablement diminué depuis la Révolution de 1979. Cette inscription par les Européens sur cette liste des organisations terroristes a été rendue possible après que la France s'est ralliée à la position de l'Italie. Siavosh, cela peut rendre plus difficile le retour en France de Cécile Kohler et Jacques Paris, retenus depuis leur libération en novembre à l'ambassade de France à Téhéran.
C'est très difficile à dire. On sait qu'il y a eu cet après-midi une petite manifestation de quelques dizaines de personnes devant l'ambassade de France où résident depuis maintenant 3 mois Cécile Collère et Jacques Paris. Mais est-ce que les Iraniens vont utiliser cette décision de la France qui permet donc d'inscrire les gardiens de la Révolution dans la liste des groupes terroristes pour faire pression sur la France en n'autorisant pas le départ de Cécile Collère et de Jacques Paris en France? On ne le sait pas. En général, il y a toujours des surprises dans les décisions prises par les responsables iraniens. Donc, c'est très difficile de prévoir comment ils vont réagir. Ce qu'on sait, c'est que le sort de Cécile Collère et Jacques Paris est lié en fait au sort de cette Iranienne qui a été jugée en France, Mahdi Esfandiari, et visiblement l'Iran, jusqu'à maintenant en tout cas, attendait que cette Iranienne puisse revenir en Iran pour permettre le départ de Cécile Collère et de Jacques Paris. Vous restez avec nous, Siavosh Ghazi. Marc Semo, il y a un risque de mesure de rétorsion vers la France? On peut imaginer, y compris même théoriquement, de fermeture de la représentation diplomatique. Parce que, comme le dit Kaja Kallas, la responsable de la ministre, entre guillemets, des Affaires étrangères de l'Union européenne, dire que les Pasdaran sont une organisation terroriste, les inscrire comme organisation terroriste pour l'Union européenne, oui, c'est comme Daesh, comme Al-Qaïda. Et la règle de base, on ne discute pas avec les organisations terroristes. Donc, dire que les gardiens de la Révolution, qui sont l'axe portant du régime, qui sont les défenseurs de la Révolution, sont une organisation terroriste, quelque part, l'Iran lui-même est un État terroriste avec lequel les relations seront réduites au minimum. D'ailleurs, une des raisons pour lesquelles la France, alors que les États-Unis avaient déjà classé les gardiens de la Révolution comme organisation terroriste en 2019, le Canada avait suivi la Suède, la France et d'autres pays hésitaient parce que toute leur stratégie était de dire on va malgré tout essayer à retrouver un compromis sur le nucléaire, donc une levée des sanctions, donc une montée en puissance des modérés. Bon, tout ça a été des illusions. On est maintenant dans un affrontement et les conséquences, effectivement, peuvent être très lourdes parce que théoriquement, tout gardien de la Révolution passant en territoire européen peut être arrêté comme terroriste. Donc, ce qui n'est pas rien, même si, pour le reste, les sanctions sont assez symboliques puisque les gardiens de la Révolution, qui contrôlent une bonne partie de l'économie iranienne, sont sous sanction. Déjà de fait sous sanction, via l'économie elle-même. Et sous sanction. Donc la principale conséquence, si l'on comprend bien, Mélina Hamed, c'est que cela rompt tout canal de discussion possible à l'heure actuelle pour les Européens avec les Iraniens? Alors oui et non, c'est-à-dire que c'est le paradoxe et en même temps c'est tout à fait logique, c'est que certes, il y aura des représailles ciblées très probables, notamment, vous l'avez dit, ça peut être l'ambassade, l'Institut français, etc. Mais il y a quand même, malgré ces tensions extrêmes, un dialogue qui est maintenu. En fait, il y a un jeu aussi qui est fait sur les mots. Par exemple, j'ai vu que l'une des phrases qui était utilisée, je pense que Siavosh Ghazi me contredira si je n'ai pas bien compris, mais c'est de dire pour l'Iran, attention, c'est l'armée nationale qui a été mise sur la liste. C'est pas tout à fait la même chose, quoi, de dire c'est le pays entier, donc on essaye de jouer un petit peu sur les mots. Et puis l'Europe, elle... Oui, parce que les gardiens de la Révolution, on l'a bien compris, ça n'est pas l'armée. C'est non, toute la exactement. différence. Et donc là, l'Europe est obligée de garder cette ligne ouverte de dialogue pour plusieurs raisons. Déjà, il y a encore 20 prisonniers européens qui sont en Iran. Il y a le dossier du nucléaire non résolu, vous l'avez dit, Marc, et donc il faut quand même qu'il y ait une marge de négociation. Et puis, il y a toujours cette crainte d'une escalade régionale qui serait incontrôlable. Donc, il y a nécessité de toute façon de dialoguer dans un sens comme dans l'autre. Mais ces canaux sont quand même très fermés parce que, par exemple, le programme nucléaire, les négociations sur le nucléaire, c'est quand même les gardiens de la Révolution qui sont responsables du programme nucléaire comme du programme balistique. Et effectivement, Donald Trump a dit on veut ouvrir des négociations sur le nucléaire, sur le balistique, etc. Mais de fait, ce qu'ils exigent, c'est une capitulation totale de l'Iran. Négociations sur le nucléaire, c'est arrêt total de l'enrichissement, ce que le régime ne pourra jamais accepter. C'est effectivement, il y a la question de ces 450 kilos d'uranium enrichi à 60% qui permettraient de fabriquer à peu près une dizaine de bombes qui ont disparu. C'est arrêt du programme balistique, arrêt de soutien au proxy. Ils ont même rajouté une dernière condition
dans la négociation qu'il demande, c'est reconnaissance d'Israël. Donc, voilà, les chances d'arriver à une ébauche de négociation, là, on va malgré tout dans une logique quand même d'affrontement. Et que ces canaux, pour le moment, risquent de disparaître assez vite. Alors, sur le cas de Mardi Espandari qu'évoquait à l'instant Siavosh Ghazi depuis Téhéran, le jugement est attendu pour le 26 février, donc à la fin du mois prochain, dans un mois, quasiment jour pour jour. C'est entre les mains de la justice française. C'était ce qui était censé fournir un espèce de calendrier de libération réelle et pas juste d'assignation à résidence de Jacques Collard de Cécile Collard et Jacques Paris. Mais en fait, l'une des mesures de rétorsion, ça peut être de les garder ad vitam aeternam assignés à résidence. Rien n'est écrit, rien n'est dans le marbre. C'est tout à fait possible, comme le disait Siavosh Ghazi, on ne sait pas ce qui peut être fait. Alors, Marc Semo évoquait à l'instant le fait que les conditions posées par les États-Unis semblent inacceptables pour l'Iran et donc rendent inéluctable, semble-t-il, une opération armée. Siavosh Ghazi, vous qui êtes à Téhéran pour France 24, quelle serait la riposte de l'Iran en cas d'attaque ? Alors, le porte-parole de l'armée iranienne était tout à l'heure à la télévision d'État et il disait que, en fait, la réponse de l'Iran sera immédiate et donc il n'y aura pas de retard dans une réponse que l'Iran donnera en riposte à toute attaque américaine. Et puis, il a développé son analyse en affirmant que, en fait, les porte-avions américains avaient des points de faiblesse et pouvaient être atteints très facilement par des missiles supersoniques. L'Iran en possède des centaines, notamment qui sont dans des bases souterraines le long du golfe Persique ou de la mer d'Oman, et donc des missiles qui ont une portée de 1000 km et donc peuvent facilement atteindre, selon ce général, le porte-avions américain Abraham Lincoln, qui est stationné à quelques centaines de kilomètres des côtes iraniennes, justement pour éviter que le missile ne puisse être tiré contre le porte-avions. Donc, l'explication des responsables militaires iraniens, c'est que non seulement les bases militaires américaines dans la région, dans les pays, dans les monarchies arabes du Golfe Persique seront visées, mais en plus, l'Iran pourrait s'en prendre directement aux bateaux de guerre, aux navires de guerre américains qui ont été envoyés dans la région. Merci Siavosh Ghazi en direct de Téhéran pour France 24. Siavosh nous le rappelle, les navires de guerre américains envoyés dans la région. Peut-on mobiliser, Marc Semo, de tels moyens comme le font les États-Unis pour finalement ne pas s'en servir ? Ça semble déjà, probable. c'est une pression maximum pour obtenir un certain nombre de résultats. Alors effectivement, on peut se demander ce que cherche réellement Donald Trump. La question de la démocratie et du bonheur du peuple iranien n'est pas son problème. Donc, ce qu'il veut, c'est effectivement un Iran toujours plus affaibli et un Iran qui ne soit plus une menace pour les voisins, d'où cette exigence de l'arrêt total de l'enrichissement, de l'arrêt du programme balistique, etc. Ce qui est peu probable que le régime accepte. Le régime change, c'est hors de question parce que, à la base, il y a le refus de déployer des hommes au sol. On peut dire en revanche que les États-Unis mis sur un régime collapse, c'est un effondrement du régime après des frappes. Alors le problème, c'est que jamais un régime effectivement ne tombe uniquement à cause de frappes. Il faut des relais intérieurs qu'il n'y a pas. Mais par ailleurs, les rodomontades du régime sur le thème « nous pouvons viser vos porte-avions », etc., c'est des rodomontades. On a vu dans la guerre de juin, des 12 jours, que déjà, dès le premier soir, tout le système de défense anti-aérien iranien avait été complètement détruit et que, de fait, ils l'ont très mal reconstitué. Ça n'a pas empêché des dégâts, quand même, sur Israël. Alors, ça n'a pas empêché des dégâts parce qu'effectivement, il leur reste des missiles et ce qu'ils vont faire probablement, c'est tirer des essaims, tenter de saturer les défenses du dôme de fer israélien. Et effectivement, s'il y a un seul missile sur 10 qui passe, ça fait quand même de gros dégâts. Et c'est probablement ce qui va se passer. Une des raisons d'ailleurs pour lesquelles Israël est sur le pied de guerre aussi et se prépare à toute éventualité. Mais là, on est, je pense, rentré dans une logique d'escalade. Et je termine là-dessus, y compris parce que face à tout ce qui sort maintenant sur la répression, que Trump avait dit, voilà, ils ont promis de ne pas faire les pendaisons, on a évité 800 pendaisons. Bon, vu tout ce qu'on sait maintenant sur la répression, on est à 30 000, sur des peut-être chiffres, même c'est inévitable une action américaine. On ne peut pas rester sans réagir. Et d'ailleurs, c'est étonnant qu'on n'ait pas encore saisi le Conseil de sécurité, même si on sait qu'il y aura un blocage et un veto russe et chinois, parce que c'est un cas
Patent, oui. patent. Ouais, c'est vraiment la diplomatie de la Oui. canonnière. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'était au 19e siècle. En Chine. Jusqu'au début même du 20e siècle, on tirait depuis les côtes par canon sur des États en fait qui ne remboursaient pas leurs dettes. Là, c'est la version moderne, c'est-à-dire que on place une armada. Il y a une dissuasion qui est extrêmement forte, parce que le fait qu'on dise guerre des 12 jours, on parle de guerre. En réalité, ça a été Vous extrêmement... parlez du mois de juin dernier. Oui. Donc, de juin de 2025. Donc là, on a 3 objectifs qui peuvent être résolus sans tirer un seul coup de feu. C'est-à-dire déjà la dissuasion, donc on empêche l'Iran de riposter, même si elle va évidemment, comme vous le dites, faire des rotomontades en disant qu'on va saturer l'espace aérien. Donc en gros, on empêche l'Iran de riposter contre des bases, des cibles américaines ou des alliés de la région. Il faut quand même rappeler qu'il y a des bases en Irak, des navires dans le détroit d'Ormuz, etc. C'est une pression psychologique. Vous avez rappelé tout à l'heure le vice-président iranien qui déclarait « Nous devons nous préparer à la guerre ». Déjà, c'est une simple déclaration qui montre que la menace, elle fonctionne parce que finalement, il mobilise des ressources, ça détourne l'attention, ça crée de la panique. Et puis, c'est la négociation par la force, finalement. C'est-à-dire que quand Trump, il avertit que, je cite, le temps est compté avant une attaque, c'est un levier pour forcer des concessions. Mais après, quand on regarde les chiffres, je suis allée regarder, historiquement, les déploiements militaires américains aboutissent à des frappes dans moins de 50% des cas. Donc, le reste du temps, c'est quoi ? C'est du show of force. C'est ce que vous disiez aussi, c'est montrer qu'on peut frapper pour obtenir ce qu'on veut d'une certaine manière. Je ne dis pas que ça fonctionne, Oui. mais je dis que dans les faits, mais pour c'est obtenir moins de quoi 50%. cette fois-ci ? Est-ce que c'est le nucléaire iranien ou est-ce que ça va au-delà Et du c'est changement de régime ? plusieurs choses. Ouais. C'est plusieurs choses. Enfin, je vous Non, laisse mais peut-être... surtout, le problème, c'est que les grands alliés des Américains dans la région, à commencer par les monarchies du Golfe Ils ne veulent pas. et l'Arabie Saoudite en premier, préfèrent avoir un Iran affaibli, Oui. qui n'est plus une menace, qu'un Iran Déstabilisé. Mais un Iran alors, fort, c'est 90 déstabilisé, millions de c'est-à-dire personnes, un Iran qui explose, c'est effectivement des risques de déstabilisation de toute la région, Mais un Iran fort, Des- c'est un adversaire redoutable. et un Iran démocratique, espérons la fin heureuse, allié à Washington et à Israël, parce que les liens sont profonds, serait pour toute la région un très mauvais exemple C'est- et un changement de donne majeur, à peu près de l'ampleur de ce qu'a été la chute du mur en 89 en Europe. Il faut rappeler ce que c'est que l'Iran. Medina C'est Bek. 90 millions d'habitants qui sont, pour la plupart, très éduqués, avec des ressources dans un pays en gaz, en pétrole, enfin, une deuxième ressource en pétrole, si je ne m'abuse, Oui. en gaz. Enfin, c'est aussi pour ça qu'il y a des velléités du côté des États-Unis. Comme vous l'avez bien dit, il n'a pas à cœur particulièrement ou le souci du peuple iranien qui se fait opprimer par le régime des mollahs, Donald Trump. Par contre, il voit le potentiel aussi d'un pays comme l'Iran. Que peut-il obtenir ? Que peuvent obtenir les Américains aujourd'hui ? Mais il y a je pense qu'il y a la volonté d'obtenir tout à la fois. C'est-à-dire que par la déstabilisation donc militaire avec cette menace, mais aussi, on l'a vu, il y a eu des manifestations qui ont commencé au tout début sur la contestation économique, mais très rapidement, c'était mort au dictateur dans les rues, c'était des millions de personnes qui se jettent dans les rues. Donc il y a une déstabilisation, il peut compter aussi sur cette déstabilisation interne, c'est-à-dire que... C'est ce qu'a dit Marco Rubio hier au mais bien Sénat. sûr. Le régime est affaibli. Exactement, il dit le pouvoir jamais. iranien est plus faible que jamais, Voilà. donc il parie sur l'effondrement interne, oui. mais c'est hyper risqué aussi. Mais en même temps, est-ce qu'on peut accepter qu'un régime tue son Mais peuple bien sûr de que cette non. façon? C'est-à-dire Mais 50 000 bien morts sûr que ou non. 30 000 morts en 2 jours, Mais bien ça ne sûr que s'est non. jamais Jamais vu. vu. Ah oui. Y compris au Moyen-Orient. Le seul précédent, c'est Hama en Syrie. Gaza 60 000, Mais après en- les chiffres, en 3 3 ans. Voilà. Non, donc c'est un truc qui ne s'est jamais vu. Donc à ce niveau-là, est-ce qu'on peut accepter qu'un régime fasse ça? Donc la question Mais bien sûr que se non. pose. La question, c'est comment et de Voilà, quelle manière. et comment y arriver. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Marco Rubio a évoqué aussi la possibilité, l'espoir qu'il y ait à l'intérieur du régime même des gens avec lesquels on puisse lancer une transition sur le modèle de ce qui se passe au Venezuela. Bon, ce qui est dans l'État, on ne voit pas qui. Bon, Ouais, Reza c'est ça, le Pahlavi problème. est devenu un drapeau, mais effectivement, Il représente qui ? il ne représente rien en interne. Les modérés, plus personne n'en veut. Voilà, donc on est dans une situation comme ça, mais en même temps, c'est évident que jamais le régime n'a été aussi faible, et l'ampleur de la répression en est la preuve. C'est un régime aux abois Oui, qui fait tout un régime parce qui a peur. qui ne veut pas mourir, et en même temps, on ne peut pas rester sans rien faire face à ça.
Vous l'évoquiez, Marco Rubio, qui était hier auditionné au Sénat des États-Unis devant la Commission des Affaires étrangères. Hein. Il était en terrain connu, lui qui y siégea 14 années durant. Et il s'est livré à un large tour d'horizon des dossiers en cours, à commencer donc par le Venezuela et un satisfecit délivré à Delcy Rodriguez, la présidente par intérim, pour sa coopération avec Washington. Écoutez. Je ne suis pas là pour vous dire que ça va être simple, que ça va être facile. Ce que je dis, c'est qu'en 3 semaines et demie, presque 4 semaines, on est beaucoup plus avancé dans ce projet que ce qu'on avait anticipé. Et je le reconnais, ça ne va pas être facile. Mais écoutez, il s'agit de gens qui ont vécu la plupart de leur vie dans un paradis pour gangsters. Donc on ne va pas changer les choses du tout au tout en un jour, mais on fait des progrès raisonnables. C'est le meilleur plan. On est bien mieux aujourd'hui qu'on l'était au Venezuela il y a 4 semaines. Et j'espère, je pense qu'on sera encore mieux dans 3 mois, dans 6 mois, dans 9 mois qu'on aurait été si Maduro était resté en place. C'est intéressant parce que Mélina Huet, Marco Rubio là, finalement définit une ligne alternative à la fois au néoconservatisme absolu qui consistera à changer le régime sur des arguments notamment moraux, mais aussi la réelle politique pure qui se contenterait d'une forme de containment, comme on en a beaucoup connu dans le passé aussi dans la politique étrangère américaine. Là, c'est un changement progressif, avec des alternatives au sein même du pouvoir, et il appelle à la patience. Delcy Rodriguez a de beaux jours devant elle ? Oui, alors clairement, dans l'immédiat, Delcy Rodriguez ne va pas partir. D'ailleurs, il a eu plein de perches tendues par les opposants, et notamment prix Nobel de la paix qui dit « Mais moi, je suis là, je peux... et d'ailleurs, je vous remets mon prix Nobel de la paix. » Donc, appel du pied. Moi j'aimerais être mise au pouvoir. Au final, c'est la solution de l'homme de paille ou de la femme de paille. Beau jour devant lui, quand il dit on a fait des progrès raisonnables, quand il dit c'est le meilleur plan, on est bien mieux aujourd'hui qu'il y a 4 semaines, vous avez dit c'est un satisfecit clair. Et puis c'est vraiment, on parlait de l'Iran tout à l'heure, c'est de la coopération plutôt que de la confrontation. En gros, elle coopère, Delcy Rodriguez, sur les dossiers clés, l'immigration, le narcotrafic, peut-être le pétrole, ça on verra dans les prochains mois. Donc Washington a tout intérêt laisse inspecter les navires à la maintenir. Oui, c'est ça. Ouais. En fait, il pense être pragmatique aussi, Marco Rubio, parce qu'il dit, je le cite, il pense être pragmatique quand il dit ça. Il s'agit de gens qui ont vécu la plupart de leur vie dans un paradis pour gangsters, donc on ne va pas changer les choses du jour au lendemain. Traduction, on travaille avec ce qu'on a, pas avec ce qu'on voudrait avoir. Mais on peut aussi voir, d'une autre façon, comme... Bon, c'est le dossier de Rubio qui, dès le début, a été qu'il a piloté. Il y joue son avenir politique. Ne serait-ce que par le lien avec il montre un réel pragmatisme. C'est-à-dire et c'est ce que lui appelle la réalité. Mettre Machado au pouvoir. D'abord, c'est la carboniser, parce qu'elle sera apportée dans les wagons américains. Et deuxièmement, c'est la guerre civile. Mais ça n'a aucun intérêt. Et donc, ça veut dire déployer des hommes. Oui. Donc, l'idée, c'est de gérer une transition, comme ça s'est passé en Europe de l'Est au moment de l'effondrement du mur, c'est-à-dire, ou d'une certaine, y compris dans les pays qui étaient les plus répressifs, type l'Albanie, où on favorise une espèce de transition où effectivement ça recycle des pans entiers de l'ancien régime qui, en échange du fait qu'ils pourront garder leurs émoluments, garder leurs prébendes, garder des bouts de pouvoir, etc., ne vont pas faire une lutte suicidaire contre la nouvelle donne, jusqu'à petit à petit arriver à des élections démocratiques. Donc là-dessus, on peut aussi dire que Rubio montre qu'il a appris des erreurs, justement, des changements de régime brutaux, type l'Irak. Je ne dis pas autre chose. Ça a aussi un avantage certain, c'est que ça permet, au niveau de l'opinion publique domestique, de dire no boots on the field, il n'y a pas de mais en même temps, il dit je lui parle 3 fois par semaine, et bientôt il y aura un ambassadeur américain à Caracas qui aura directement le nez, c'est-à-dire une tutelle évidente. Et c'est là que Delcy Rodriguez elle-même joue un travail d'équilibriste, elle est un peu sur une ligne de crête. Elle dénonce l'impérialisme américain. Bien sûr, mais en fait, elle est maintenue au pouvoir. Donc elle a tout intérêt à travailler sur les 2 tableaux. C'est-à-dire qu'elle maintient... mais combien de temps elle pourra maintenir l'ambiguïté ? Si on arrive... alors effectivement, c'est un pari, il le dit lui-même que tout sera difficile, mais c'est globalement la moins mauvaise des solutions. Et lui, c'est d'autant plus important, cette partie pour lui, que la cible, comme on le sait, c'est Cuba. C'est-à-dire, si cette transition réussit au Venezuela de façon un peu chaotique, mais pas trop, eh ben voilà, c'est la porte ouverte pour le changement. Mais pas trop pour les États-Unis. Après, la population, c'est encore autre chose. La répression, vous voulez dire. Enfin, pour la population, ça peut difficilement être pire qu'ont été ces... Il y a 8 millions d'émigrés vénézuéliens qui ont fui la misère, la répression politique, etc. Donc c'est difficilement pire. C'est difficilement pire, sauf qu'il y a toujours, on en revient à la même question comme avec l'Iran, c'est-à-dire que personne n'a intérêt
personne qui est du côté des droits humains n'a intérêt à ce qu'une personne comme Maduro soit maintenue au pouvoir. Néanmoins, qu'est-ce qui va suivre ? Quelle est la suite ? Oui, C'est la question. ça, c'est le point d'interrogation. Je voulais quand même qu'on écoute son passage sur les Européens accusés de contribuer trop peu à l'OTAN en raison de leurs systèmes sociaux trop dispendieux. Écoutez. L'OTAN doit être repensée en termes d'obligations et ce n'est pas nouveau. Plusieurs présidents s'en sont plaints. Je pense simplement que ce président le fait plus ouvertement que les autres. Nos partenaires partageant les mêmes idées doivent avoir les capacités nécessaires. Et cela fait partie du problème, à savoir l'érosion des capacités de défense européennes. Ce sont des pays riches et grâce au parapluie de l'OTAN, ils ont eu la possibilité de consacrer une grande partie de leurs revenus à des programmes sociaux plutôt qu'à la défense. Ça va peut-être changer. Alors, ce n'est pas la première fois que l'administration Trump critique le manque d'engagement européen, mais c'est quand même la première fois qu'on dit aussi clairement à l'Europe quelle politique elle doit adopter. D'abord, il le dit pour faire plaisir au président, mais c'est un thème récurrent, non seulement de la présidence Trump, mais même des conservateurs. Oui, la première fois avec Donald Trump. Américains, c'est-à-dire effectivement, dans l'après-guerre, nous, on a assuré le parapluie, et vous, entre-temps, vous avez pu vous développer un État social et tout. Donc, ce rappel... Pour vous, rien de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est l'insistance avec lequel il le fait, et aussi les pressions. Mais par ailleurs, c'est plutôt positif, parce que Trump, avec ses menaces, a fait en sorte que les Européens se sont engagés à dépenser 3,5% pour la défense stricto sensu, plus 1,5% pour des dépenses d'infrastructures liées aux intérêts militaires. Bon, ce qui est déjà mieux. Je rappellerai juste qu'à l'époque de la guerre froide, la France, par exemple, contribuait entre 5, 6, voire par moment même un peu plus, 7% du PIB à la défense. Très rapidement, Mélina, est-ce que là, il n'y a quand même pas un schéma qui commence à se répéter avec l'administration Trump ? On l'a vu de manière très caractérisée avec le Venezuela, mais finalement, vouloir dicter la politique d'autres États, soit par des pressions commerciales, c'est le cas avec l'Europe aujourd'hui, soit même militaires, et on commence à le voir même avec le Groenland. Le parallèle avec le Groenland, il est extrêmement révélateur. Menace d'annexion pour forcer le Danemark à vendre. Donc, alors, c'est aussi un test pour la souveraineté des Européens. Et c'est en ça que c'est intéressant, un test pour savoir s'ils sont autonomes, s'ils sont capables d'eux. Vous soulignez le fait que les dépenses de défense ont augmenté, mais c'est aussi, est-ce qu'on est capable, et ça a été le cas pour le Groenland, il y a quand même eu globalement de nombreux pays européens qui ont tapé du poing sur la table en disant non, il n'en est pas question. Et donc c'est aussi un test de souveraineté pour les Européens. Donc c'est en ça que, même si ça n'est pas nouveau, peut-être ça force les Européens à se poser les questions qu'ils auraient dû se poser depuis des dizaines d'années. Merci beaucoup Mélina Huet. Merci également Marc Semo et puis Siavosh Ghazi qui était avec nous en direct de Téhéran. Restez avec nous. On continue évidemment dans un instant notre tour de l'actualité dans l'essentiel sur France 24. Faites un tour complet de l'actualité dans l'Actu 360, aux côtés de Claire Hildebrandt. Tous les faits, toutes les clés pour décrypter l'actualité. Je vous retrouve tous les soirs dans l'Actu 360 en direct sur France 24. France 24 évolue sur le numérique. Synthèse, analyse et décryptage. La sélection de la rédaction. Les articles les plus lus. Pour ne rien manquer, suivez-nous. France 24, l'info commence ici.